Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien de la neige que vous voyez partout autour de moi. Ce n'est pas un décor, ce n'est pas un artifice, pas un effet spécial non plus. C'est la neige qui fait son grand retour pour ce 105e épisode de Carnet de Rando, toujours sur la thématique montagne. Alors, debout les campeurs et haut les cœurs, après l'Obiou et le Dévoluy il y a 15 jours, où on avait vu les écrins de loin, je vous amène cette fois à les voir de près, avec une randonnée ultra confidentielle au-dessus de la vallée du Vénéon, cap sur la cime du Pied de Barry. Il fait 2 petits degrés ce matin au sortir de la voiture. Et oui, l'hiver arrive. D'ailleurs, il y a un petit peu de neige tout là-haut, au-dessus de 2000 mètres, 3 fois rien. Mais quand même assez pour dire, fini de rigoler. On arrive quand même dans la période froide en montagne. Je prends la direction du hameau de Lanchatra par un agréable sentier qui s'élève en sinuant au-dessus du Vénéon. La forêt n'est plus totalement aux couleurs de l'été, mais pas non plus entièrement encore à celle de l'automne. En tout cas, l'effort a fait élever la température de quelques degrés, c'est déjà ça de gagner. Puis, à 1430 mètres, les premières maisons du village sont là. Voilà, je suis donc ici au village de Lanchatra, qui reflète vraiment l'image de ce que pouvaient être ces villages typiques du massif des Écrins à l'époque où ils étaient véritablement et régulièrement habités. Regardez-moi ce cadre de fou, avec les sommets autour qui prennent le soleil du matin. C'est trop beau. Je quitte Lanchatra par le haut du village. À la sortie, un panneau donne le ton pour le reste de la journée. Ça commence par une montée raide en forêt, ça continue par des passages rocheux, et ça se poursuit par de jolies vires aériennes. En dessous de moi, la vallée du Vénéon et le village de Saint-Christophe-en-Noisans sont encore dans l'ombre, dans l'attente d'un invité très attendu. Hey, regardez qui c'est qui commence à arriver là-bas derrière la montagne. En voilà que je suis pas fâché de voir. Il commence à faire un petit peu froid pour les doigts là. En quelques minutes, le soleil illumine tous les sommets du vallon de la Pisse. Des conditions plutôt agréables pour venir à bout d'une section de sentier raide qui m'éloigne de plus en plus de Lanchatra, encore visible plus bas. Petit à petit, j'entre dans un univers sauvage, dominé par les hauts sommets des Écrins. Derrière moi, ce sont les rochers de la crête du Diable, et devant, la suite de mon itinéraire, tracé dans un versant raide sur les pentes orientales de la Coche. Un lieu où être seul face à la montagne prend tout son sens. La traversée à flanc de la Coche est somptueuse et plonge le randonneur dans un environnement alpin extraordinaire, dans les pas des bergers de jadis. Un bel ensemble de versants raides et de falaises abruptes qui prennent le soleil du matin. Progressivement, je me rapproche ainsi du col de la Coche, tout là-haut sur la crête, avec son fameux passage délicat au-dessus d'une énorme dalle de marne. Bon, j'étais force verte jusqu'à maintenant. Je vais me transformer en force rouge. Parce que le petit vent, quand on arrive sur la crête, je vous dis ça mes amis, il fait sensation. Au col de la Coche, je découvre le paysage côté ouest. Les Grandes Rousses font leur apparition, ainsi que la vallée du Vénéon. Mais c'est surtout la station des Deux Alpes que je découvre, posée loin au-dessus de Vénosque. Mon itinéraire se poursuit au fil d'une crête herbeuse où la neige commence, par petites touches, à faire son apparition. Nous sommes à 2200 mètres et l'hiver semble vouloir déjà s'installer. Le fond de la vallée semble de plus en plus éloigné, tandis que je m'approche du fil étroit de l'arête, rendu glissant par la neige. Mais attention, pas question de déraper ici. Bon voilà, c'est officiel, c'est les premiers pas dans la neige pour moi, avant l'hiver. Ça fait bizarre. L'épisode de Porquerolles me semble pourtant tellement proche. J'arrive pas à croire qu'il s'est passé autant de temps et qu'en particulier que le printemps et l'été soient déjà filés. À cette altitude, on commence presque à tutoyer la haute montagne. Les grands sommets surgissent, aiguilles du plat de la Selle, la Meige et bien sûr la barre des Écrins. Bon, le jeu en valait la chandelle, l'effort à payer. On a droit à un ciel bleu de fou,
Et on a droit à un super panorama déjà sur les sommets de cette partie des écrins. La Meije, la Vare des Écrins qu'on voit beaucoup mieux que depuis l'Aubiou. La tête de l'Oranour qu'on voit vraiment plein pot. Et puis après derrière nous là-bas, on commence à avoir le massif du Taillefer, le sommet du Rochaille. Et tout au loin, si vous regardez bien, vous avez les Aiguilles d'Arves, vous avez Beldon, vous avez bien sûr les Grandes Rousses, le domaine de l'Alpe d'Huez. Et lui là-bas, le toit des Alpes, le toit de l'Europe, le Mont Blanc, plein pot, regardez. Bon, par contre avec la neige, trouver le passage qui descend là dans ces peu hospitalières barres rocheuses, avec la neige, c'est pas évident pour rejoindre le côté Musel. Ma présence inopportune fait fuir les marmottes. Il faut dire que l'endroit n'a rien de très engageant sous la neige. Le terrain est scabreux, mais la vue grandiose et les rencontres, elles, totalement imprévues. Ce truc de fou, regardez. Comme quoi ça paye de passer comme ça à cette époque-là. Hors sentier. Enfin hors sentier. Sentier compliqué. Les chamois me font en direct une démonstration de leur virtuosité. De mon côté, c'est beaucoup plus laborieux. Ils finissent par s'éclipser, tandis que j'en termine avec cette section pénible. La neige s'évanouit une fois repassé sous les 2000 mètres. Je fais mon entrée dans le vallon de la Muselle, cette fois au pays des marmottes. Bon, j'allais pas redescendre sans passer par le lac de la Muselle, c'est pas possible, il fallait que je vous montre quand même ça. Là, au pied, justement de la roche de la Muselle, un sommet assez emblématique quand même, des Écrins, la Muselle qu'on voit facilement quand on se balade dans l'Oisans. C'est là, on est au pied, c'est d'ici qu'attaquent les grimpeurs, quand les conditions sont bonnes, pour se faire ce super sommet. Et puis ensuite, il sera temps de se lancer dans la descente. Plus de 1000 mètres de dénivelé à parcourir encore jusqu'à Bourg-d'Arrude, dans un fabuleux environnement de cascades et de torrents. Un final frais et reposant, avant de rejoindre la vallée plus bas. Voilà, ici vous arrivez à Bourg-d'Arrude, donc c'est le terminus pseudo-officiel de la randonnée. Pourquoi pseudo-officiel? Parce que la voiture est à Plan du Lac. Donc soit vous êtes motivé et vous enchaînez sur la route pour remonter les quelques kilomètres qui vous séparent de votre véhicule, soit vous faites une méthode bien pratique, le stop. Une méthode qui parfois même réserve de belles surprises. Oh, mais tu serais pas RVP hein? Oh David, C'est pas vrai que c'est pas possible. Franchement la vie est bien faite. Le vieux pote Hervé que je retrouve ici en arrivant à Bourg, comment c'est ici déjà, que j'en perds mon latin, Bourg-d'Arrude. vallée du Vénéon. Je pouvais pas mieux tomber quoi. Ah Non. génial. Allez c'est parti, je vais à Plan du Lac. Allez, je t'amène à Plan du Lac. Super. Christophe. Comme ça, on va faire un tour chez la Marie-Claude. Une journée qui finit en beauté. Et pour retrouver toutes les infos sur cet itinéraire, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Carnet de Rando. Et pour nous, rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous, et à bientôt.